Bonjour et bienvenue dans Comme une planète, votre magazine dédié aux enjeux écologiques des Hauts-de-France. Émission spéciale aujourd'hui, Voix du Nord, Radio RCF, la dernière pour nos deux médias pour cette saison 2024-2025, consacrée à l'eau potable. L'eau est-elle encore de qualité dans les Hauts-de-France ? Le consommateur est en effet régulièrement interpellé par des affaires, comme récemment dans l'Oise en mai dernier, une plainte a été déposée après la contamination de l'eau du robinet par des polluants industriels. Et on sait qu'avec le changement climatique, l'intensification des sécheresses altère la qualité de l'eau. Alors comment les régies d'eau se mobilisent-elles pour améliorer notre eau potable ? Pourquoi tous les polluants ne sont-ils pas détectés et filtrés ? Et quels conseils de prudence faut-il avoir en tant que consommateur ? Cette émission a été préparée avec Fabrice Bourgis, journaliste à la Voix du Nord. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne. Et pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir Danielle Mamet, première vice-présidente de Noréade, les régies du Sidancian. Bonjour. Bonjour. Sidancian Noréade, c'est un service public financé par les communes. Il gère l'assainissement et l'eau potable pour 1 million d'habitants du Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme. Et vous êtes maire également de Beuzegem. Et puis François Vailleret, porte-parole de Génération Future. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Beauvais et Génération Future, c'est une association de défense de l'environnement spécialiste des pollutions chimiques, une association nationale. Et la semaine dernière, vous avez encore publié une enquête sur la présence des PFAS polluants éternels dans l'alimentation. Alors avant de commencer nos échanges, Fabrice Bourgis nous fait un point sur ce qu'est l'eau potable dans les Hauts-de-France. Alors l'eau potable, c'est le centre d'information sur l'eau qui la définit le mieux. C'est, je cite, une eau que l'on peut boire ou utiliser à des fins domestiques et industrielles sans risque pour la santé. Chez nous, l'eau du robinet est captée pour l'essentiel dans des nappes souterraines. Et si le sol joue un rôle de filtration, celui-ci ne suffit pas. Parce qu'il y a des pollutions naturelles sous nos pieds, mais surtout des pollutions provoquées par une grande variété de substances, dont des molécules chimiques. Pour être rendue potable, on l'a compris, l'eau du robinet doit donc être traitée et contrôlée. C'est d'ailleurs l'aliment le plus contrôlé en France. Pour autant, cela ne garantit pas sa conformité. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, a établi en 2023 que dans les Hauts-de-France, 76% des eaux traitées étaient considérées comme non conformes sur le plan juridique, de par des concentrations élevées en pesticides. Et ce, alors qu'une cinquantaine de métabolites de pesticides, justement, échappent aujourd'hui encore à toute surveillance. On peut donc se demander, aujourd'hui, si l'eau du robinet est encore buvable ou pas. On a d'ailleurs posé la question à quelques habitants de la région. On leur a demandé s'ils buvaient l'eau du robinet. Écoutez leur réponse. On privilégie l'eau en bouteille, mais l'eau du robinet, on l'utilise pas, on la boit pas en fait. Ce qui me fait peur, peut-être qu'elle est calcaire, pas envie d'être contaminée par des tuyaux mal entretenus. J'ai un aquarium avec des poissons et à chaque fois que je mets l'eau du robinet pour eux, je suis embêtée dans leur écosystème et biodiversité au niveau de l'aquarium. Donc je leur mets toujours de l'eau en bouteille. J'achète toujours l'eau en bouteille parce que je trouve que l'eau du robinet, elle garde toujours un goût qui est très désagréable dans tous les cas. Et j'ai 80 ans, monsieur. J'ai toujours bu de l'eau du robinet. Je fais confiance au réseau parce que c'est bien préparé. Moi, je bois l'eau du robinet, oui. Parce que du coup, je vis seule et le port des packs d'eau, c'est lourd. Il y a écologie et économique. La pollution, ça ne m'inquiète pas parce que pour moi, elle est contrôlée, l'eau du robinet. La réalité, c'est que je préférerais, moi, l'eau des bouteilles, mais je suis plus eau du robinet. C'est plus facile, en fait, l'eau du robinet. Puis je ne m'inquiète pas forcément par rapport à la pollution de l'eau ou autre. De toute façon, en fait, pour moi, c'est buvable aussi, il n'y a aucun problème. Donc, je suis plus eau du robinet en général. Merci Fabrice pour cette enquête, c'est vous qui êtes allé sur le terrain. Danielle Mamet, alors vous avez vu François Vailleret, on est allé sonder les habitants, il y a du pour, il y a du contre. Mais d'abord, pour répondre à ces consommateurs qui ont peur du calcaire, des mauvais entretiens des canalisations et du mauvais goût parfois lorsqu'on boit de l'eau, comment on peut les rassurer ces consommateurs rapidement ? Alors, par rapport à plusieurs questions. Donc, effectivement, il y a des secteurs où l'eau est très calcaire et donc ça peut donner un goût ou en tout cas un aspect à l'eau qui n'est pas aussi transparent qu'on le voudrait. Donc là, il suffit juste de la
stocker dans une carafe pendant un moment et après ça va. Après, c'est vrai que le goût de l'eau, alors ça, c'est très personnel. Parfois, c'est vrai qu'elle peut présenter un goût chloré. Même chose, on la tire quelque temps avant, on la stocke au réfrigérateur et le goût s'améliore. Par rapport à l'entretien des réseaux, alors ce que je peux dire, c'est que l'entretien des réseaux est contrôlé au quotidien dans nos services de la régie des eaux du Sidensian, que des contrôles sur la qualité de l'eau sont faits régulièrement. Il y a une obligation réglementaire d'ailleurs de contrôler les paramètres de potabilité de l'eau, ce que Fabrice nous a rappelé. Donc, l'ARS nous contraint à une observation et voilà ce que je peux en dire. Et justement, s'il y a un seuil qui vient être dépassé, comment vous pouvez procéder? C'est dans l'instant, vous êtes capable de bloquer ça? Alors effectivement, dès qu'il y a un seuil de dépassement des normes, il y a tout de suite un phénomène d'alerte. Alors il peut se passer plusieurs choses. Selon l'endroit et la commune qui est desservie par la régie, eh bien, le point d'approvisionnement peut être déconnecté et on reconnecte le réseau sur une autre source d'approvisionnement qui, elle, est potable. Quand donc cette commune n'est pas sécurisée par plusieurs points d'alimentation, eh bien là c'est tout de suite une cellule de crise et puis donc une information directe aux usagers, aux maires des communes, et là on part vers de la distribution soit de l'eau en citerne, soit de l'eau en bouteille. Alors, au-delà des inquiétudes au quotidien, Fabrice l'a rappelé, en fait, aujourd'hui, il y a des inquiétudes sur l'aspect pollution de l'eau, présence de pesticides, résidus médicamenteux, etc. François Veillerette, vous, aujourd'hui, chez Génération Future, quel regard portez-vous sur la qualité de l'eau potable dans les Hauts-de-France ? Alors, pour l'eau potable dans les Hauts-de-France et d'ailleurs ailleurs dans le pays, on assiste quand même à une dégradation de cette qualité. Alors, il ne s'agit pas de paniquer les gens, parce qu'il y a le niveau de la conformité à la réglementation, ce qu'on appelle la limite de qualité, et les valeurs dites sanitaires, celles vraiment qui sont préoccupantes pour la santé. Mais les dépassements des limites de qualité sont quand même de plus en plus fréquentes, parce que dans les données de 2024, on doit être à peu près un quart de la population qui a dépassé les limites de qualité sur l'année, ce qui est considérable. Et encore, les chiffres varient parce qu'il suffit qu'on déclasse un métabolite de pesticides, on le considère comme pertinent à un moment donné, ça veut dire dangereux. Du jour au lendemain, on le déclasse, et il devient non pertinent, ça veut dire moins dangereux. Et donc, on ne compte pas de la même manière et les pourcentages changent. Mais grosso modo, quand on vous dit que vous avez un quart de la population qui a des pesticides au robinet en France, au-delà de la limite de qualité, ça veut bien dire qu'il y a une dégradation de la ressource. Et dans notre région, dans les Hauts-de-France, c'est encore pire. Quand on regarde les cartes, on voit très bien que dans tout le nord de la France, là où il y a beaucoup de cultures traitées chimiquement, il y a une dégradation encore plus importante. Alors, la question, c'est comment se fait-il que malgré tous les moyens mis en œuvre, et là je pose la question à tous les deux, l'eau soit toujours chargée aujourd'hui en polluants, en pesticides, notamment dans la région Daniel Mamet? Alors, nous sommes une région, comme vous l'avez dit, avec une agriculture intensive et donc avec beaucoup de pression sur les sols, c'est-à-dire beaucoup de produits utilisés, que ce soit donc des pesticides ou des engrais. Donc il y a des études sur leur dangerosité qui sont mises à jour régulièrement, et donc régulièrement on découvre de nouvelles molécules dont on ne connaissait pas la dangerosité ou pas la composition, mais en tout cas l'impact sur la santé. Maintenant, les moyens actuels permettent de le détecter. Et donc, il y a deux choses. L'eau, elle passe à travers le sol, donc elle emmène avec elle ces molécules, ces pesticides, et donc ça va dans la nappe, et ça peut mettre de nombreuses années avant d'arriver dans la nappe. La goutte d'eau, avant qu'elle n'arrive dans la nappe, elle peut mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans même, ou alors aller très vite, quelques jours ou quelques semaines. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec
un historique de la pollution de l'eau, puisque l'utilisation des pesticides, eh bien, ça remonte dans les années intensives, dans les années après-guerre. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec, dans certains de nos forages, des pesticides. On retrouve des pesticides qui sont interdits depuis 1992, par exemple l'atrazine. Après, il y a des pesticides qui ont été interdits et plus récemment, on ne les trouve pas encore dans nos forages, enfin, dans les nappes. On va les trouver dans quelques années. Et donc, quelque part, on subit ces pressions avec une bombe à retardement, on va dire, sur la qualité de l'eau. Et c'est pour ça que l'ensemble des régies en France, qui sont regroupées en fédération sur la France au public, réclament à corps et à cri la préservation des aires d'alimentation de captage. C'est-à-dire là où l'eau va s'infiltrer, on souhaiterait qu'il y ait des changements de pratiques agricoles. Donc ça, c'est un travail fait en amont, en fait, quelque part, pour éviter que le pesticide ne passe dans les champs et dans l'eau. C'est ça. Alors, c'est un travail en amont, mais c'est aussi parce que monsieur l'a redit, c'est que déjà aujourd'hui, on constate la présence de molécules qui sont dangereuses pour la santé. Et donc, il ne faudrait pas en ajouter encore des supplémentaires, parce que là, ça sera exponentiel. Mais ça veut dire que vous n'arrivez pas à détecter aujourd'hui toutes les molécules. Alors, on n'arrive pas à détecter toutes les molécules. Je ne suis pas assez spécialiste pour dire qu'on n'arrive pas à détecter toutes les molécules. Je veux dire qu'on ne les recherche pas. Voilà. On n'est pas obligé de les rechercher parce que on n'est pas obligé de les rechercher. Alors, c'est ça le problème. En fait, si vous voulez, si on veut bien comprendre le sujet, il y a les directives européennes. Donc, les directives européennes, la dernière directive, c'est la directive cadre sur l'eau, a été révisée. Cette directive cadre sur l'eau, elle fixe tous les paramètres que l'on doit rechercher pour la potabilisation de l'eau, et aussi sur maintenant les métabolites et sur le système d'information aux usagers. Donc, jusqu'à présent, on devait donner l'information aux usagers sur la potabilité de l'eau. C'est tout. Maintenant, on doit donner, et c'est tout à fait normal, les informations sur la potabilité et sur la conformité ou la non-conformité de l'eau potable. Alors, c'est compliqué à expliquer à un citoyen qui est très loin de nos préoccupations très techniques du quotidien, mais c'est essentiel pour l'appropriation citoyenne et politique de la gestion de l'eau en France. On continue à s'intéresser à l'eau potable dans les Hauts-de-France. Est-elle toujours de qualité? Avec François Bayrette, porte-parole de Génération Future, association de défense de l'environnement, et Danielle Mamet, première vice-présidente de Noréade, les régies du SIDENSIAN. Alors, on a bien entendu, Danielle Mamet, qu'effectivement, vous suivez des directives européennes. Pour autant, il n'y a pas d'obligation de tout détecter, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même toujours des traces de pesticides. François Bayrette, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le travail des régies, qui sont des régies publiques, des services publics? On n'est pas encore dans les délégations de services publics avec les opérateurs privés comme Veolia ou Suez. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le travail des régies publiques? Les régies publiques, elles font pour moi un très bon travail, en plus dans un esprit avec un positionnement de service public, donc ça on ne peut que s'en féliciter. Donc c'est pas les régies qui sont le problème. Le problème c'est qu'en fait il y a une méconnaissance par les autorités en charge de la surveillance de qualité des eaux de la réalité de la présence d'un certain nombre de pesticides et de métabolites de pesticides. Pour ne parler que des métabolites, c'est les produits de dégradation. Des pesticides. Des pesticides, voilà. Et là, vous faites référence au TFA notamment. Alors, le TFA notamment, mais pas que, puisque alors, on a un métabolite qu'on a beaucoup trouvé ces années dernières, un métabolite du chlorothalonil, qui a un nom chiffré R, R418, je sais pas quoi. Oui, voilà, que je n'arrive pas à retenir par cœur. Et alors, ce qui est marquant pour ce métabolite, c'est qu'on a commencé finalement à le rechercher en France, alors même que la molécule mère, le chlorothalonil lui-même, était déjà interdit. Alors, c'est vraiment un très bon exemple de non-préparation, de non-anticipation, puisque si on avait voulu anticiper, il suffisait de lire le dossier d'autorisation du chlorothalonil au niveau européen. C'était inscrit dans le dossier qu'il y avait un risque fort d'apparition de ce métabolite, je ne vais pas me hasarder à répéter son nom, au risque de me tromper, à des doses importantes dans l'eau. Donc les informations étaient fournies par les industriels et il aurait fallu justement lire le dossier comme il faut pour voir
ce qui allait se passer. Et donc non. ça allait arriver dans l'eau. Voilà, et on a attendu que la substance soit interdite, donc pour commencer à le chercher. C'est l'ANSES qui a commencé à le chercher en regardant ce qui se passait en Suisse. Mais il était trop tard pour agir parce que de toute façon, on ne l'utilisait plus. Donc nous, suite à cette affaire-là, à Génération Future, on s'est dit, mais oula, c'est incroyable, mais peut-être est-ce qu'il y a d'autres molécules pour lesquelles c'est le même cas. Et donc nous, on a une toxicologue qui est spécialiste du réglementaire et qui a travaillé d'ailleurs aussi un peu à l'ANSES et pour l'industrie, donc qu'on a chargé d'étudier tous les dossiers d'autorisation de pesticides dont il pouvait lui sembler qu'il y avait un risque de voir l'apparition de métabolites. Et au bout de son travail de recherche, qui a duré plusieurs mois, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse cinquantaine de matières actives, de pesticides, autorisées donc en France et en Europe, qui pouvaient produire, d'après les dossiers officiels réalisés par les industriels eux-mêmes, des métabolites en quantité supérieure à la limite de qualité, et pour 12 d'entre eux, même à des niveaux très très supérieurs à ça, et donc ils pouvaient présenter des risques de contamination importants. Ils sont déjà ou pas dans l'eau ? Où ils vont arriver ? La question, c'est que pour aujourd'hui, ces métabolites ne sont pas recherchés. Donc, s'ils ne sont pas recherchés, il n'y a pas de commande publique pour faire des analyses. Donc, si les laboratoires d'analyse, s'il n'y a pas de marché, ne développent pas les méthodes. Donc, nous, par exemple, pour un de ces métabolites, qui s'appelle le TFA, qui est un métabolite de pesticides fluorés, alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a des métabolites qui sont aussi des PFAS, des pesticides qui sont aussi des PFAS, des polluants internels, qui eux-mêmes se dégradent en métabolites, comme tout bon pesticide. Et il y en a un de ceux-là qui s'appelle le TFA, l'acide trifluoroacétique, qui est un tout petit métabolite, PFAS, et qui, lui, est très présent dans de nombreuses rivières de notre région et dans beaucoup de robinets aussi de notre région, pour ainsi dire tous, et qui n'est absolument pas recherché. Alors nous, on a payé un labo pour développer la méthode analytique et on a commencé à faire des analyses dans des rivières et on a commencé à faire des analyses aussi avec nos collègues de l'association de consommateurs Que Choisir dans des robinets. Et là, on en trouve dans 2 robinets sur 3 en France. Dans notre robinet, à notre bureau à Paris, le bureau de Génération Future à Paris, on a trouvé 60 fois la limite de qualité en TFA. Et c'est un métabolite qui est considéré comme pertinent et pour lequel l'Allemagne demande un classement en toxique pour la reproduction probable, c'est-à-dire une des 2 catégories les plus importantes. Ce qui veut dire que quand on est à 60 fois la limite de qualité, le temps que ça redescende à la limite de qualité va se passer, comme aurait dit l'autre, un certain temps. Mais quand on entend ça, Daniel Mamet, vous pilotez une régie de l'eau là, dans la région. Est-ce qu'une régie pourrait se dire moi, je vais aller un peu plus loin que les normes européennes. Il y a des chercheurs qui détectent, qui annoncent, qui anticipent l'arrivée de pesticides. Est-ce que vous auriez des moyens d'aller un peu plus loin, de ne pas attendre en fait des règles européennes ou françaises pour mieux contrôler l'eau ? Alors, tout d'abord, les règles européennes, elles sont transcrites en droit français et nous, on applique le droit français. Alors, on peut toujours... Le vrai problème derrière tout ce sujet, c'est, on est un service de distribution de l'eau, un service public, et derrière tous ces recherches, ces travaux, cette distribution de l'eau, il y a le prix de l'eau en cause. Donc, si on prend juste le pesticide, le métabolite de pesticide du chlorothalonil, donc les études ont été faites. Si on devait supprimer ce métabolite de l'eau potable, quels sont les moyens techniques à nos dispositions ? Déjà, il faut que ça existe. Alors, est-ce que ça existe ? Alors, ça existe, il y a plusieurs procédés. Ça peut être des charbons, ça peut être des procédés aussi de traitement par filtration, nanofiltration et par ce qu'on appelle osmose inversée. Par contre, on n'est pas sûr que ça marche vraiment. Alors, je me permets, je vous coupe, mais justement, est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un système finalement ? Parce qu'on entendait M. Veilleret qui dit les limites de seuil sont de plus en plus élevées. La technique du préventif, finalement, que vous préconisez depuis des années et des années, on voit qu'elle commence à avoir leurs limites. Alors, est-ce qu'il y a 2 voies, préventif ou curatif, ou est-ce qu'il y a une autre voie ou pas ? Alors, le préventif, c'est les solutions fondées sur la nature, dont le préventif fait partie, c'est des solutions sans regret. Donc, il faut d'abord et toujours appliquer ces solutions-là. Donc, vous parlez de la protection des champs captants, etc. Voilà. Et donc, Noréade, on mène depuis 2006 des opérations de reconquête de la qualité des eaux sur certains champs captants prioritaires en concertation avec les agriculteurs, mais pas que, avec tous les acteurs qui exercent une pression sur la qualité de l'eau. Et donc, pour les sensibiliser à la préservation de ces zones tout particulièrement. Et donc, on met à disposition des agriculteurs
agriculteurs des outils, du personnel qui les accompagne à diminuer ou supprimer les intrants sur ces parcelles-là. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est toujours percuté parce que, en fait, il y a, vous voyez bien au niveau des agriculteurs qui croulent sous les normes, qui ont des problèmes d'équilibre budgétaire, etc., de leur exploitation. Et donc, à un moment donné, eux, ils arrivent aussi au bout d'un système. Et donc, la question, c'est derrière tout ça, quelle est la cohérence des politiques publiques que l'on applique en France et en Europe, notamment quelle est la cohérence entre la politique de l'eau et de l'environnement et la politique de l'agriculture. C'est ça qui est important. François Bayrou, vous voulez réagir? Ah oui, sur le terme cohérence, ça me plaît beaucoup. Il faut effectivement trouver des politiques cohérentes. Moi, ce que je ne trouve pas cohérent, c'est qu'on mette sur le marché des pesticides, on va les appeler comme ça, qu'on ait les informations qui nous montrent qu'il y a un risque d'apparition, par exemple, de métabolites de manière importante, en quantité importante, et que personne ne surveille. Il faut que ce soit une petite association comme Génération Future qui fasse le boulot, qui regarde. Et donc, on a réussi à le faire. Et que absolument personne ne surveille. Donc, quelle est la cohérence là-dedans? Donc, effectivement, si on attend d'être complètement dans le mur pour freiner et se dire « Oh, bah tiens, il y a un problème comme avec le chlorothalonil », on aboutit à une catastrophe. Qui paye cette catastrophe? Les consommateurs. Qui est embêté avec? Les régies. Vous gérez quelque chose que vous n'avez absolument pas contrôlé, donc vous n'y êtes pour rien. Mais il y a quand même un niveau, je veux dire, de manque d'anticipation absolument incroyable, parce que les données sont là. À quoi servent les dossiers d'homologation? Non seulement à homologuer les produits, mais aussi à placer un certain nombre d'alertes, de signaux qui doivent donner lieu à une action publique. Si dans le dossier d'homologation, il est marqué « Attention, risque d'apparition de métabolites », il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Parce que dans ce cas-là, soit ils n'apparaissent pas et tout va bien, soit ils commencent à apparaître et au bout de 2, 3, 5, 10 ans, si on voit qu'ils apparaissent en quantité importante, on freine tout de suite. Et si on freine tout de suite, on retire cette molécule rapidement, c'est sans dégâts parce que vous n'avez pas le temps de voir tous les réseaux complètement pollués par ces molécules-là. Si on attend 20 ans, après, il est trop tard. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. On voit bien qu'il y a quand même... L'eau est contrôlée, vous l'avez dit en début d'émission, Daniel Mamet, même si effectivement il reste toujours des traces de produits toxiques dans l'eau. Alors, quel réflexe de prudence pouvez-vous partager aujourd'hui aux consommateurs? Le consommateur, déjà, il me semble qu'il faut qu'il comprenne que l'eau en bouteille, ce n'est pas une bonne solution. Parce que déjà, on a un droit à l'eau de qualité, et à l'eau de qualité naturelle, sans passer par un produit manufacturé très cher, dont on voit en plus qu'il n'est pas forcément d'une qualité meilleure, puisqu'on a des tas d'exemples récents de marques dans lesquelles il y avait des résidus de PFAS, des résidus de pesticides, des microplastiques, etc., et qui génèrent des montagnes de déchets plastiques qui créent d'autres problèmes, etc. Donc, c'est pas ça la voie de sortie pour nous, elle n'est pas là. La voie de sortie, elle est de mettre en place une politique industriels, agricoles, etc., qui, bien sûr, permettent à l'activité économique de se dérouler, mais de se dérouler dans des conditions qui protègent les grands équilibres, qui protègent les ressources naturelles, et notamment les ressources en eau. Voilà. C'est compatible. Et donc, pour le consommateur, de choisir un député qui va défendre peut-être cette fois-là. Voilà. Daniel Mamet, je vous repose la même question. Le consommateur, parce qu'on termine bientôt. Pour les usagers, déjà, il y a l'information qui est disponible. Alors, normalement, on transmet à chaque usager, par le biais de la facture, les informations sur la qualité de l'eau. Donc, ensuite, sur les sites de vos communes, les sites de Noréade, vous pouvez aller constater quel est l'état de la qualité de l'eau dans votre commune, à votre robinet. C'est déjà la première chose, s'informer. Voilà, parce que je partage ce que dit monsieur, il vaut mieux boire l'eau du robinet que l'eau en bouteille en plastique. Mais c'est comme, en fait, la responsabilité de chacun dans ses actes du quotidien, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce que l'on boit, ce que l'on mange, avec les produits cosmétiques que l'on utilise, les vêtements que l'on porte, et la qualité de l'air que l'on respire dans sa maison, etc., etc. Donc, je dirais que c'est une partie, du soin que l'on doit avoir pour sa santé, de regarder, de s'informer et buvez l'eau du robinet, qui est potable. Et Fabrice, l'eau du robinet est moins chère que l'eau en plastique. Elle est beaucoup moins chère que l'eau en plastique, et puis elle est pour le coup très très contrôlée. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, c'était passionnant. C'est la fin de votre émission Comme une planète dédiée à la qualité de l'eau potable dans les Hauts-de-France.
Merci Anne, oui. Et puis merci à nos 2 invités, Daniel Mamet et François Weyrats. Daniel Mamet, première vice-présidente de Noréade, les régies du SIDENSIAD dans la région, et François Weyrats, porte-parole de Génération Future. Merci Fabrice Bourgis de La Voix du Nord, et puis à Mathieu Dubois également pour la mise en onde. Ce podcast est à retrouver sur RCF Hauts-de-France, mais aussi sur YouTube et dans les pages de La Voix du Nord du week-end. Merci beaucoup.